Bon, je veux d'abord remercier les organisateurs pour leur invitation, en particulier Monsieur Langlois. Alors, je suis d'autant plus heureux, effectivement, d'intervenir dans ce cycle de conférences que, d'une part, j'ai souvent eu plaisir à assister moi-même à ces conférences du lundi. Et puis, je me sens très redevable envers le musée. Vous avez dit un peu pourquoi, mais il y a eu ce projet, effectivement, de cette entreprise de films pour le web que vous pouvez trouver facilement et qui n'ont pu se faire que grâce à la coopération à ce moment-là de Monsieur Marchal, de Madame Niquez pour filmer des opérations d'impression, comme ça, et pouvoir expliquer au public comment on fabriquait les livres. Et puis, il ne se passe pas une année sans que j'amène un groupe d'étudiants au musée ou des collègues de l'étranger, etc. Enfin, c'est vraiment un lieu important dans la vie d'enseignants et de chercheurs. Alors, lorsque M. Langlois m'a contacté, sa demande portait sur les tensions créées par l'apparition de l'imprimerie. Alors, j'ai accepté très volontiers de venir, tout en précisant que, comme il l'a dit, moi, je suis littéraire et je ne suis pas historien du livre ou de l'imprimerie. Donc, ce dont je peux essayer de parler, c'est de la manière dont on se représentait au XVIe siècle, puisque c'est la période que je connais un peu, dont on se représentait ces tensions, ces questionnements sur l'imprimerie. Alors avant d'en venir au XVIe siècle, je partirai de représentations qui nous sont peut-être plus familières à propos de l'invention de l'imprimerie et de ses conséquences. Et celle qui m'est venue à l'esprit, alors évidemment il y avait des circonstances qui y poussaient, c'est celle-ci, c'est Notre-Dame de Paris, Victor Hugo, l'édition 1832, donc le moment où il réédite un an plus tard son roman, avec 3 nouveaux chapitres dans lesquels on trouve une scène fameuse que vous avez peut-être en tête. C'est cette entrevue entre Claude Frollo, l'archidiacre vaguement alchimiste, et le médecin du roi, Jacques Coictier, accompagné du roi Louis XI lui-même, grimé en médecin et pour ne pas être reconnu. Et Frollo est dans sa cellule en train de méditer sur ses livres, et en particulier sur le seul de ses livres qui ne soit pas manuscrit mais imprimé. La scène se passe en 1482, donc l'imprimerie est une affaire toute neuve et les livres imprimés sont encore rares. On lit ce petit passage. Donc, en ouvrant la fenêtre de la cellule, c'est Frollo, donc, désigna du doigt l'immense église de Notre-Dame. L'archidiacre considéra quelque temps en silence le gigantesque édifice, puis, étendant avec un soupir sa main droite vers le livre imprimé qui était ouvert sur sa table et sa main gauche vers Notre-Dame, et promenant un triste regard du livre à l'église, « Hélas, dit-il, ceci tuera cela. » Coictier, qui s'était approché du livre avec empressement, ne put s'empêcher de s'écrier « Eh, mais qu'y a-t-il donc de si redoutable en ceci ? Est-ce parce qu'il est imprimé ?» « Vous l'avez dit, » répondit Claude, qui semblait absorbé dans une profonde méditation et se tenait debout, appuyant son index reployé sur l'infolio sorti des presses fameuses de Nuremberg. Puis il ajouta ces paroles mystérieuses « Hélas, hélas, les petites choses viennent à bout des grandes, une dent triomphe d'une masse, le rat du Nil tue le crocodile, l'espadon tue la baleine, le livre tuera l'édifice. » Alors évidemment, c'est une scène c'est puissante, puisqu'elle organise visuellement un affrontement, une antithèse, comme Hugo savait les faire, entre l'intérieur de la cellule et l'extérieur, de l'autre côté de la fenêtre, l'horizontalité du livre posé sur la table et la verticalité des tours, la petitesse rongeuse, ces dents, ce sont évidemment les caractères d'imprimerie qu'on évoque comme des dents qui mordent le papier, et puis le gigantisme de la cathédrale. Et le chapitre se termine à peu près ici, puisque les interlocuteurs de Frollo le quittent en se disant que décidément cet homme est fou, etc. Alors cette scène marquante serait sans doute moins célèbre si Hugo ne l'avait pas fait suivre d'un nouveau chapitre que voici, précisément intitulé « Ceci tuera cela ». Alors il commence, comme vous voyez, en s'adressant aux lectrices qui sont censées s'intéresser au roman seulement pour l'histoire et pas pour les discours ou les idées, donc il s'excuse auprès d'elles. Il dit, voilà, je vais expliquer ce que ça veut dire, ces expressions. Et on a une vingtaine de pages extraordinaires, à la fois prophétiques et parfois presque absurdes. Alors,
il va développer, il va dire on peut comprendre les phrases de Frollo de deux manières. Donc la première manière, c'est celle-ci, comme il dit, c'était d'abord une pensée de prêtre. C'était l'effroi du sacerdoce devant un agent nouveau, l'imprimerie. C'était l'épouvante et l'éblouissement de l'homme du sanctuaire devant la presse lumineuse de Gutenberg. C'était le cri du prophète qui entend déjà bruire et fourmiller l'humanité émancipée, qui voit dans l'avenir l'intelligence saper la foi, l'opinion détrôner la croyance, le monde secouer Rome. Cela signifiait qu'une puissance allait succéder à une autre puissance. Cela voulait dire la presse tuera l'Église. Donc 1832, Hugo, c'est le moment où Montalembert écrit il est en train de... Il devient de jour en jour plus étranger à la religion. C'est comme ça que Notre-Dame de Paris est lue et comprise dans cette année-là. Mais Hugo consacre une seule page à cette interprétation et il se lance après pour peut-être une vingtaine de pages dans une autre lecture qui est celle-ci. Il dit c'est pas un point de vue de prêtre seulement, c'est un point de vue de savant et d'artiste. C'est qu'il dit avec l'invention de l'imprimerie, il y a un changement dans l'histoire de ce qu'Hugo appelle le mode d'expression de la pensée humaine. Alors voilà, je vous ai juste donné ce petit extrait. Au XVe siècle, tout change. Donc jusque-là, ce qui exprime la pensée, c'est la construction, c'est l'édifice, la cathédrale en particulier, mais pas seulement. La pensée humaine, au XVe siècle, découvre un moyen de se perpétuer plus durable et plus résistant que l'architecture, mais encore plus simple et plus facile. L'architecture est détrônée. Aux lettres de pierre d'Orphée, inventeur mythique de la construction, vont succéder les lettres de plomb de Gutenberg. Le livre va tuer l'édifice. L'invention de l'imprimerie est le plus grand événement de l'histoire. C'est la révolution mère. Puis il poursuit un peu plus loin, le grand poème, le grand édifice, la grande œuvre de l'humanité ne se bâtira plus, elle s'imprimera. Alors, donc, dans ces pages, en fait, ce qu'il raconte, c'est ce qui lui apparaît comme une dégradation de l'architecture après la fin du Moyen-Âge, au profit de l'écriture et de l'imprimerie, du moyen de l'imprimerie. Et donc, depuis la Renaissance, pour lui, le mouvement de l'histoire, c'est ça. Et ce qu'il dit, en gros, c'est que désormais, c'est l'imprimerie, c'est-à-dire à ses yeux la littérature, qui va pouvoir reconstruire. C'est elle qui sera porteuse de ce dont l'architecture était la dépositaire dans l'Antiquité ou au Moyen-Âge, c'est-à-dire la capacité d'exposer aux hommes tout ce dont la pensée humaine est capable. Alors vous voyez qu'au Hélas de Claude Frollo s'oppose une forme d'enthousiasme de Victor Hugo devant ce moment de l'histoire. Alors, on peut l'associer à bien d'autres célébrations de Gutenberg dans les mêmes décennies ou de la même génération. Je pense à ce texte vraiment étonnant de Lamartine qu'il écrit en 1952 pour une revue qu'il a créée qui s'appelle Le Civilisateur. Gutenberg, inventeur de l'imprimerie. Et là, je vous le montre dans l'édition de la Bibliothèque des chemins de fer qu'avait créée Hachette, une édition populaire en 1853, où il explique que l'imprimerie et la liberté sont nées en même temps, etc. Alors, je ne vais pas ici discuter de ces prophéties, mais je voudrais souligner deux choses. C'est d'une part, à quel point nous restons tributaires de ces représentations. Cette représentation, elle est vraiment structurante. Et en même temps, ce que je vais essayer de vous montrer ensuite, c'est que les hommes du XVIe siècle, qui, je crois, ont réfléchi aux conséquences de cette invention, ne passaient pas par ce type de représentation. Et je crois que c'est de ça qu'on peut repartir. Alors, pourquoi cette représentation a été structurante pour nous ? C'est parce qu'elle passe par une scène d'affrontement entre l'imprimerie et ses ennemis. Frollo, l'effroi de Frollo exprime ça. Et les ennemis de l'imprimerie, dans cette représentation, ce sont les ennemis de la divulgation, les ennemis du bien public. Ce sont les défenseurs du secret, de la rétention. Vous avez vu l'index de Frollo sur le livre. Dans l'esprit de Hugo, évidemment, c'est une évocation de la future création de l'index des livres prohibés, la mise à l'index des livres, et qui est annoncée ici par le geste de Frollo, comme si son hostilité annonçait la l'invention de l'imprimerie dans les livres pour enfants. Et j'avais été frappé par la récurrence
de cette figure des ennemis de Gutenberg, de ceux qui sont hostiles à son invention. Alors la représentation la plus saisissante, c'est celle-ci, c'est une très jolie bande dessinée à l'école des loisirs. Vous voyez la figure, c'est un espion qui essaye de manœuvrer contre Gutenberg et qui fait peur aux enfants qui, eux, aident Gutenberg. Et petit à petit, on comprend que cet espion, il travaille à la fois pour la guilde de Mayence, le patron de la guilde, très hostile aux innovations, etc., et pour l'inquisiteur, très hostile à l'imprimerie, qui va diffuser des nouvelles idées, etc. Bon. Évidemment, c'est Gutenberg qui gagne à la fin. Voilà, ceci tuera cela. Enfin, bon. Voilà. Et cette représentation de cet affrontement, elle a beaucoup pesé dans les premiers débats sur la révolution numérique, disons dans les années 90 et 2000. Et j'avais été frappé par le fait qu'on voyait revenir cette expression du « ceci tuera cela » de Notre-Dame de Paris, sauf qu'évidemment, ça a vite créé des malentendus parce qu'on ne distinguait plus très bien la position de Frollo et celle de Victor Hugo dans cette affaire. Alors, je pense à un échange orageux, c'était en 2007, à propos d'un billet publié dans Le Monde par Francis Marmande, un universitaire et journaliste, un billet très incisif, où il commentait un texte de son collègue et ami Michel Deguy, qui était un texte terrible, déplorant la fin de l'édition littéraire, écrasée par le numérique. Et Marmande expliquait qu'il partageait cette déploration, et il le faisait dans ces termes-là, « Oui, sans doute, voir le « ceci tuera cela » de Hugo dans Notre-Dame de Paris. La toile tuera le livre. » Un peu plus haut, il avait parlé de la toile cirée, de la toile sacrée, etc., pour parler d'Internet. Cette mort promise du livre, de la littérature, du journal plonge dans la joie sale qu'ont toujours éprouvé les nouveaux barbares devant ce qui les rassure. Bon. C'est un texte très fort, évidemment. En face, les défenseurs d'Internet s'étaient précipités. Alors certains pour se moquer de ce ton prophétique, en disant « Oui, mais dans les années 60, on nous disait que l'audiovisuel allait tuer l'écrit, alors que là, nous sommes devant des écrans couverts d'écrits et qu'on n'a jamais autant lu que... » Bon, bref, et puis d'autres s'en étaient surtout pris à Marmande en disant « Mais il prétend défendre la littérature, mais il ne sait pas lire Victor Hugo, puisqu'il attribue à Victor Hugo la pensée de Frollo. » C'est-à-dire que, et donc ils expliquaient évidemment, si Victor Hugo avait connu Internet, il aurait adoré Internet, la divulgation, ce principe de large publication, etc. Et donc ce professeur de littérature ne sait pas bien lire la littérature elle-même. Voilà, alors c'est cette époque, vous savez, où il y avait ce partage entre technophobes et technophiles. Je pense à François Bon, qui était d'ailleurs intervenu à ce moment-là, un écrivain amateur de numérique qui disait heureusement qu'au moment de l'invention de l'imprimerie ou au moment de l'invention de la plume métallique, heureusement que les écrivains de l'époque ont été moins technophobes qu'ils ne le sont aujourd'hui à propos d'Internet, sinon l'histoire aurait été ralentie comme ça. Enfin, bref, c'était une invitation investie. Bon, moi, alors il me semble qu'il est plus intéressant de revenir à ce que nous ont appris depuis quelques décennies les historiens de l'imprimerie sur ce qu'avait été la réalité des débats suscités par l'imprimerie. C'est qu'en réalité, les conflits auxquels l'imprimerie a eu à faire face dans le premier siècle de son existence n'étaient pas vraiment liés à ce type d'attaque venant des ennemis de la divulgation. Alors, les historiens du 19e ou du 20e siècle, qui étaient nourris de ces représentations, ont cherché des sortes d'équivalents dans l'histoire de Frollo. Voyez. Alors, évidemment, il y a bien eu les protestations des copistes. Il a fallu s'adapter du côté des copistes, aucun doute. Et puis, alors, il y a un candidat pour jouer le rôle de Frollo. C'est cette trouvaille de Martin Lowry, un historien britannique spécialiste de Venise, de l'imprimerie vénitienne, qui nous a un peu révélé l'existence d'un dénommé Filippo di Strata, qui était un dominicain vénitien des années 1470 et qui s'était pris de haine à l'égard de l'imprimerie et qui inondait le pouvoir vénitien de demandes pour qu'on interdise l'imprimerie.
Et donc on a ces courriers où il dit mais c'est pas possible. D'abord ils sont tous étrangers, il n'y a pas de Vénitiens chez les imprimeurs. Ensuite ils vont mettre dans les mains de n'importe qui n'importe quel texte et ça va être moralement terrible. Et puis il en arrive effectivement à cette idée que l'Église ne survivra pas au bout du compte. Il le dit tel quel. C'est lui qui a cette phrase qui est parfois citée par Roger Chartier ou d'autres. Il dit la plume était une jeune fille vierge, l'imprimerie c'est une putain. Mais ce type d'intervention, on en a très peu d'exemples. C'est presque le seul exemple qu'on puisse fournir d'une expression à la Claude Frollo, si vous voulez, en direct. Alors pourquoi ? Eh bien, au moins pour deux raisons. C'est parce que, d'une part, très vite, les acteurs qui veulent, par exemple, interdire des livres, voire fermer des ateliers, bien, on comprend très vite qu'ils ne le font pas parce qu'ils sont hostiles à l'imprimerie. Simplement, ils veulent que l'imprimerie ne profite qu'à eux. C'est-à-dire, ils veulent la contrôler, ils veulent utiliser sa puissance à leur fin, mais ils ne sont pas hostiles à l'imprimerie. Ça serait une erreur de croire, y compris que les gens qui vont créer l'index des livres prohibés sont hostiles à l'imprimerie, évidemment. Et puis, d'autre part, et c'est ce qu'a montré l'historien fameux de l'imprimerie, Jean-François Gillemont, dans un article vraiment très mémorable sur l'attitude des humanistes à l'égard de l'imprimerie. Et ce qu'il montrait, c'est que on croyait que les humanistes avaient été massivement favorables et que les hostiles, c'était les Frollo. Et Gillemont disait, mais non, en fait, si on lit les humanistes, il y a aussi beaucoup de réserves qui s'expriment. C'est une position, en réalité, très mitigée, très discutée, très nuancée. Alors c'est de ça que je vais essayer de partir. En gros, en changeant de décor, on va oublier Frollo dans sa cellule et devant sa petite fenêtre pour essayer de comprendre que ce qu'on critiquait dans l'imprimerie, ça n'était pas son pouvoir de divulgation, c'était certains de ses usages. Voilà. Très vite, on a été conscient qu'il y avait avec l'imprimerie des réalités nouvelles, inédites, auxquelles il fallait réfléchir. Et pour ça, il fallait faire le tri entre de bons et de mauvais usages. Et il me semble que c'est un peu là où nous en sommes à l'égard du numérique, dans les discussions sur la culture numérique. C'est-à-dire qu'on n'en est plus à ces discussions entre technophobes et technophiles, le pour et le contre. Ces positions ne nous ont pas beaucoup aidés en 10 ou 15 ans à affronter nos nouvelles expériences, qu'on les trouve positives ou négatives. On se dit qu'il faut arriver à faire On est entré dans une période d'ajustement, de redéfinition permanente de ce que peuvent être les bons usages, les bonnes pratiques qui conviennent à ces nouvelles technologies de l'information. En tout cas, c'est de cette manière qu'aujourd'hui on aborde ce qu'on commence à appeler la culture numérique. Et je signale cette synthèse qui vient de paraître, c'est vraiment très remarquable, d'un chercheur qui repart de l'invention de l'imprimerie, d'un parallèle avec l'invention de l'imprimerie, mais pas du tout sur le mode de ses prophéties à la Frollo ou Victor Hugo ou Francis Marmande, mais c'est pour dire, comme l'imprimerie, comme avec l'imprimerie, nous avons aujourd'hui à penser une nouvelle situation. Nous entrons dans une nouvelle culture, en effet, parce qu'il y a des innovations technologiques dans le domaine de la communication qui obligent à repenser tout un tas de choses. Et il a fallu le faire avec l'imprimerie et il faut le faire avec le numérique. C'est de cette manière qu'il utilise le parallèle et ça me semble beaucoup plus fructueux, si vous voulez. Alors, ce que je vais essayer de vous présenter, ce sont quelques situations dans lesquelles les hommes du XVIe siècle ont pu dire du mal, et parfois beaucoup de mal, de l'imprimerie, mais pas du tout pour la condamner de l'extérieur, parce qu'ils lui étaient hostiles, mais simplement parce qu'ils étaient confrontés à des questions difficiles que l'imprimerie leur posait. Alors, je ne m'attarderai pas sur les parallèles avec notre situation contemporaine. Certains parallèles, vous verrez, sont très faciles à faire. Alors, ils sont toujours un peu trompeurs aussi, il faut s'en méfier, mais on pourra en reparler éventuellement après. Puis vous verrez que j'ai essayé parfois d'illustrer ces situations avec des exemples lyonnais, ce qui était une manière de rendre hommage à l'entreprise du musée, à la fois entreprise tout à fait lyonnaise et tout à fait ouverte sur le monde. C'est quand même le caractère de ce musée. Alors, le premier conflit dont je veux parler, je ne l'ai pas appelé la bourse ou la vie, mais je l'ai appelé le commerce ou l'esprit.
Alors, pour les amateurs de littérature française, de la Renaissance, ce conflit a une expression, une formulation très marquante, dont on se sert beaucoup. Et puis, je vois des gens dans la salle qui la connaissent par cœur pour raison un peu professionnelle. Ça vient de Clément Marot. C'est la phrase par laquelle Clément Marot ouvre son recueil de l'adolescence clémentine en 1532. C'est le début de l'épître liminaire. Il s'adresse à ses amis. Et voilà ce qu'il leur dit. « Je ne sais, mes très chers frères, c'est-à-dire ce qui m'a plus incité à mettre ces miennes petites jeunesses, ces poèmes de jeunesse en lumière, ou vos continuelles prières, ou le déplaisir que j'ai eu d'en ouïr crier et publier par les rues une grande partie, toute incorrecte, mal imprimée, et plus au profit du libraire qu'à l'honneur de l'auteur. » Alors ce conflit entre profit du libraire et honneur de l'auteur, évidemment, il est quelque chose de familier pour nous, mais à ce moment-là, donc libraire, c'est, dans la langue du XVIe siècle, c'est un équivalent de l'éditeur ici, quelqu'un qui n'imprime pas lui-même s'il n'a pas de presse, mais qui va commander l'impression à un atelier d'imprimerie. Mais le problème qu'évoque Marot n'est pas un problème de droit d'auteur ou même d'intérêt financier, évidemment. Ce qu'il désigne ici, c'est la rencontre difficile entre deux régimes qui parviennent mal à s'articuler. Donc, ce qu'il entend par honneur de l'auteur, c'est la manière dont il comprend le service qu'il peut rendre au public, ce qu'il veut apporter au public. Et pour lui, ça passe par la construction d'une identité d'auteur, une réputation. Et sa réputation, elle est importante puisqu'il entend être à la fois poète du roi, un poète de François Ier, poète de cour, mais aussi un poète publié qui s'adresse à un large public. Il le dit dans deux vers fameux, à l'ouverture des œuvres de 38. « Mes œuvres donc contentes doivent rendre, peuples et rois s'en tiennent bien contents. » Roi, oui, je suis poète de cour, etc. Et puis peuple, parce que mes livres circulent sous forme imprimée dans les mains de qui souhaite les lire. Et pour que cette circulation fonctionne, bien, il faut maîtriser l'image que mes livres donnent de moi, mes textes. Voilà. Il est important que je contrôle la qualité des textes qu'on place sous mon nom dans des livres, etc. C'est ce qu'il entend par l'honneur de l'auteur. Et en face, ce qu'il entend par profit du libraire, c'est l'idée qu'il a affaire ici à des gens qui veulent gagner de l'argent sans nécessairement se soucier de ces questions qui le préoccupent, d'honneur de l'auteur. Le tout pour eux, c'est de vendre des livres, et Marot, ça se vend. Alors publions du Marot, et tant pis si le texte n'a pas été vérifié par lui-même, tant pis s'il y a dedans un ou deux poèmes qui ne sont peut-être pas exactement de lui, etc. Mais si ça arrive à nourrir le livre, tant mieux. Et, voilà. Et là, Marot fait l'expérience d'une disjonction entre ces deux intérêts-là. Ils ne vont pas nécessairement dans le même sens. Alors évidemment, dans le texte de Marot, cette critique des méchants libraires ou des mauvais usages de la librairie, ça sert d'abord à mettre en valeur la qualité du livre qu'il est en train de publier. Il est en train de nous dire, ce livre-là, c'est moi qui l'ai organisé, je l'authentifie, je le garantis. Ce qui veut bien dire que ce n'est pas une hostilité à la librairie ou à l'imprimerie, évidemment. C'est l'idée qu'il faut faire le tri entre les bons et les mauvais libraires. Il n'a aucun intérêt à ce que tous les libraires fassent faillite. Il a envie que ces livres soient publiés, soient imprimés et circulent. Voilà, mais ce type de formulation pose, je crois, le cadre dans lequel on se situe. C'est que, vu par les intellectuels, par les auteurs, par les humanistes, les lettrés, etc., le méchant imprimeur, le mauvais imprimeur, c'est celui qui pense d'abord à son profit. Et le bon imprimeur, c'est celui pour qui l'intérêt commercial ne passe pas en premier. Alors c'est dans ce cadre qu'est née une figure qui est restée le symbole de cette période. Alors c'est une figure tout à fait marginale d'une certaine manière. C'est cette figure de l'auteur ou du savant qui devient lui-même imprimeur ou libraire. C'est-à-dire qui décide de mettre l'imprimerie au service de son travail savant ou son travail d'auteur. Alors l'exemple que je voudrais prendre, c'est l'exemple de Jos Badius. Vraiment, c'est un parcours fascinant. Donc, c'est quelqu'un qui vient du Brabant flamand, de Ask, ou As,
dans le Brabant, qui part se former en Italie et qui, de là, devient professeur à Valence, puis à Lyon. Il enseigne à Lyon les lettres antiques. Et il est à Lyon dans les années 1490 et il commence à travailler pour l'imprimerie lyonnaise. Et en particulier, il devient correcteur, éditeur de textes antiques pour Trexel, Jean Trexel, venu d'Allemagne dans les années 1480 et installé à Lyon comme imprimeur. Bade va se lier à Trexel, va épouser la fille de Trexel. Trexel meurt en 98 et Bade repart à Paris et crée son propre atelier en 1503. Ça marque. Il va lui-même publier, imprimer des livres. Alors, les livres que lui-même écrit, rédige, édite, et puis il fait faire des travaux par d'autres, il en reprend, etc., mais avec cette garantie savante pour tout ce qu'il publie. Alors, c'est quelque chose vraiment qu'il assume et qu'il revendique. Vous voyez, sur la page de titre, je vous ai traduit à gauche la manière dont il indique en bas de cette page d'un livre de 1519 la marque typographique. Il passe vraiment par le verbe vendre. On vend avec d'autres écrits du même auteur, de Duns Scott, on le vend dans la maison de Badius Ascensius. Vraiment, cette dimension marchande du livre est assumée son geste. Dans ses préfaces, il revendique parfois ses tirages. Il en est fier quand il dit « Ce livre-là, j'ai décidé d'en faire 1000 exemplaires ou 1200 exemplaires ». Il aime dire ces chiffres. Et puis, il a cette idée magnifique de faire graver une marque typographique qui prend la forme d'un atelier d'imprimerie, représentation symbolisée d'un atelier d'imprimerie dans laquelle il ne se montre pas lui-même, il ne montre que des ouvriers, que des mécaniques. Lui n'est rien de tout ça. Ça, ce sont des gens qu'il a embauchés pour ce travail. On a trois fonctions. À gauche de la presse, le pressier qui actionne la barre et le batteur, celui qui ancre la forme, et puis à droite, le compositeur d'imprimerie. L'intellectuel, vous voyez, c'est celui qui coordonne l'ensemble aux yeux de Jos Bade. Il a mis son nom sur la presse, Praelum Ascensianum, le pressoir ou la presse ascensienne, c'est-à-dire d'As, de sa ville d'origine. C'est le nom qu'il donne à la presse. Alors il fait regraver ensuite cette image au fil de sa carrière. Et vous voyez, il s'amuse dans le détail. Si on regarde les outils d'imprimerie, il a sans doute voulu qu'on les représente comme ça parce que ça ressemble un peu à des caractères, les caractères qu'on avait dans ses initiales dans la gravure précédente. Donc il y a vraiment cette valorisation du matériel même de l'imprimerie. Et puis il y a une dernière version en 1529. Il meurt un peu après, toujours avec les mêmes personnages. Et ce modèle ou ce dispositif, il a été copié dans un objet magnifique qui est un livre d'heures publié par Geoffroy Tory et Simon de Colline en 1525. Et un exemplaire a eu cette page de titre enluminée par Étienne Collot, avec, vous voyez, autour de la presse. Et en fait, cet exemplaire, c'est Magali Venn qui nous a expliqué ça il y a quelques années, avec un travail sur Geoffroy Tory, a sans doute été... Cet exemplaire a été offert pour le mariage de la fille de Jos Bade, Perrette Bade, qui épousait Robert Étienne, le grand Robert Étienne. Et vous voyez dans le cœur, au-dessus de la presse, le R et le P, c'est Robert et Perrette, qui marient vraiment autour de l'imprimerie, mariage à la fois de familles savantes et praticiennes de l'imprimerie. Toutes les filles de Bade ont épousé des marchands. Il est à partir vraiment d'une carrière de savant, il s'installe dans l'univers du commerce et de l'artisanat. Alors vous voyez, ce sont des figures évidemment très marquantes. On voudrait que tous les imprimeurs du XVIe siècle soient conformes à ce profil-là, de grands savants qui, à un moment, deviennent imprimeurs. Ça reste une figure absolument exceptionnelle, rarissime, évidemment, prestigieuse parce que rarissime. Et la meilleure preuve, c'est que quand elles sont valorisées, ces figures, au XVIe siècle, c'est toujours pour leur rareté, par rapport à la masse de ceux qui ne sont que des commerçants, que des purs marchands. Alors, chez Jos Bade lui-même, j'aurais pu vous montrer des textes dans ses préfaces, ça devient récurrent au fil des années, c'est-à-dire il menace régulièrement. Donc, ce sont des livres beaucoup pour les étudiants, et il ne cesse de les menacer de fermer boutique s'ils continuent d'acheter de mauvais livres.
Il dit non, mais les bons livres, ce sont les miens. Ceux où vous avez un bon texte avec de bonnes notes. Si vous continuez d'acheter ceux d'à côté parce qu'ils sont moins chers, j'arrête, je ferme. Bon, c'est tout de même significatif. On peut penser, je parlais de la dynastie des Étienne, on peut penser au premier fils de Perrette Bade et Robert Étienne, c'est-à-dire Henri Étienne, Henri II. Le premier Henri, c'est le père de Robert, le fondateur. Alors on cite toujours de lui un texte magnifique sur l'imprimerie qui est son éloge de la foire de Francfort. Éloge du commerce, foire de Francfort, et toute la fin du texte, c'est un éloge de la foire du livre de Francfort, qui existe toujours aujourd'hui. Et il termine cet éloge de la foire. Le livre vient d'être traduit pour la première fois en français, chez la librairie Drault à Genève. Magnifique éloge de cette rencontre de libraires. Il dit, c'est une nouvelle académie, c'est comme Athènes. Les libraires sont aussi des savants, les imprimeurs sont là, les auteurs, tout le monde est là, c'est formidable. Sauf que ce qu'on ne dit pas, c'est que 5 ans avant, il avait publié un texte terrible sur l'imprimerie, qui est en latin un poème avec une préface en prose, Lamentation de la typographie au sujet des typographies lettrées à cause desquelles elle est devenue objet de mépris. Et c'est un tableau mais terrible comme il dit, de ces imprimeurs qui ne sont pas capables de lire la page de titre qu'ils impriment, qui recopient des fautes à n'en plus finir, et il dit c'est mettre des glaives dans les mains d'un fou, de laisser l'imprimerie dans de telles mains. Il faudrait que tous les gens soient aussi savants que moi pour imprimer, sauf qu'il y avait assez peu de gens aussi savants qu'Henri Étienne en 1570. Bon, il y a un des grands humanistes de sa génération. Alors, ces tensions, ces contradictions, le texte un peu prototypique pour ce comportement intellectuel, c'est un texte que les lettrés du XVIe siècle connaissaient un peu par cœur. C'est cet adage d'Erasme qui s'appelle Festina lente. C'est un texte, alors les adages, c'est des textes dans lesquels Erasme, grand humaniste du Nord, commande des expressions latines transmises par l'Antiquité. Et il les situe, il explique leur histoire, etc. Et celle-là, Festina lente, il lui accorde une grande place dans son recueil de 1508. Pourquoi ? Parce que ce recueil de 1508, il le fait chez Aldmanus, le grand libraire vénitien. Et Festina lente, l'adage, c'est l'adage choisi par Aldmanus autour de sa marque typographique que vous voyez sur la page de titre, c'est-à-dire de l'encre et du dauphin. La stabilité de l'encre et la vitesse, l'agilité du dauphin. Et Erasme fait l'histoire de cette expression et il en arrive à un éloge d'Aldmanus, qui est un des plus beaux textes, un des plus beaux portraits d'imprimeur rédigé au XVIe siècle. Description de la boutique, de l'atelier d'Ald comme lieu de rencontre des savants. Et Erasme explique que l'imprimerie réalise un rêve de diffusion du savoir qui était présent chez les anciens, mais dont ils n'avaient pas les moyens. Et maintenant, nous en avons les moyens. C'est cette fameuse expression. Aldmanus est en train d'édifier une bibliothèque qui n'a pas d'autre limite, d'autre mur que le globe terrestre. C'est cette image de la bibliothèque sans les murs, comme représentation de l'imprimerie, image qui a été beaucoup reprise à propos d'Internet, évidemment, de cette idée de la bibliothèque sans limite. Et alors il décrit le travail d'Ald comme un travail d'Hercule. C'est par Hercule un travail herculéen que de restituer à l'univers un édifice aussi divin, l'édifice des lettres, du savoir littéraire, qui était pratiquement ruiné de fond en comble, d'explorer des recoins cachés. Parce qu'évidemment, pour publier, on va chercher les manuscrits cachés pour les éditer, les rendre corrects, déterrer les trésors enfouis, faire revivre ceux qui étaient morts, réparer les pièces mutilées, restaurer des textes dépravés de multiples façons, essentiellement par la faute de ces piètres imprimeurs pour qui le gain d'une seule pièce d'or est plus précieux que la littérature dans son ensemble. Alors on voit déjà, vous voyez, que l'éloge d'Ald, il se fait par comparaison avec les mauvais imprimeurs, ceux qui sont dans l'avarice. Et donc évidemment, le portrait d'Ald, c'est un portrait, on a l'impression que l'argent ne compte pas. C'est la pure libéralité. Il publie par goût du savoir, sans souci financier, etc. Alors le texte en 1508 s'arrête là. Et puis, comme Erasme ne cesse de se rééditer, de se prolonger, il fait un ajout dans l'édition de 1526 et qui est un tableau terrible de l'imprimerie. Puisqu'il reprend l'éloge, là où il en est, et puis il dit voilà, mais j'ai parlé des imprimeurs avaricieux qui travaillent seulement pour l'argent.
Mais en fait, ils sont partout. Ils ont pris le pouvoir dans l'imprimerie. Je cite, « Des livres sont mis dans les mains du public par des individus qui ignorent la littérature au point d'être même incapables de lire, et dont l'esprit est si sordide qu'ils supporteraient bien davantage de voir un bon livre rempli de 6000 fautes que de dépenser quelques pièces d'or pour payer un employé chargé de la correction des épreuves. » Donc leur obsession de la diminution des coûts altère la qualité des livres. Alors la critique va au-delà, parce qu'il explique qu'il ne cesse de trafiquer les textes, on attribue à lui, Erasme, des textes qui ne sont pas de lui, on le met en danger, etc. Et le tableau continue. On introduit des fautes qui sont répercutées en milliers d'exemplaires, c'est ce que reprendra Rabelais, disant que dans les livres de médecine, une petite faute dans un imprimé, ce sont des milliers de morts. C'est tout de suite. Mais Rabelais connaît par cœur ces pages d'Erasme. Et à partir de là, Erasme, vers quoi s'oriente-t-il ? Eh bien, vers une réflexion économique et politique sur l'imprimerie. Puisque son analyse à ce moment-là, c'est de dire que si Halde a réussi, c'est parce qu'il a eu des financements nécessaires pour ça. C'est qu'il a été déchargé de ce souci commercial, ce souci financier, du financement d'un bon travail. Il y a eu à Venise des gens pour accorder de l'importance à son entreprise, pour le financer, et donc il fait la comparaison avec son ami Johann Froben à Bâle, dont il voudrait faire un Halde bâlois, qui est infiniment moins savant, et dont Erasme dit qu'il est sans cesse menacé de faillite, parce qu'il ne bénéficie pas de l'environnement économique dont bénéficie Halde. Et à la fin de son texte, Erasme s'adresse aux princes d'Europe en leur disant « Si vous ne vous préoccupez pas de cette affaire, l'abondance des livres dans laquelle nous sommes désormais va se retourner contre la qualité de ce qui est transmis. Et les bons imprimeurs perdront la partie. Ils seront vaincus par des gens peu soucieux de la qualité des textes. » Voilà. Alors, bon, vous voyez, ces conflits entre ce que j'appelais le commerce et l'esprit ne prennent pas la forme qui nous est familière depuis le XIXe siècle, à la fois depuis les droits d'auteur, les auteurs qui se plaignent de leurs éditeurs, ou depuis la naissance de ce qu'on a appelé l'édition industrielle au XIXe siècle, avec l'idée de l'art littéraire qui cherche à mettre à distance l'édition industrielle. Ça n'est jamais de cet ordre, évidemment, mais il y a une tension qui est déjà présente et qui est présente très tôt dans l'histoire de l'imprimerie et qui exprime évidemment une gêne à l'égard des réalités commerciales de l'imprimerie que les auteurs perçoivent à la fois comme un extraordinaire instrument. Ils voient bien que c'est parce que des gens désormais peuvent gagner de l'argent en publiant des livres, c'est comme ça qu'on peut diffuser le savoir. Il faut utiliser ça pour diffuser le savoir. Et en même temps, ils y voient une menace terrible de dégradation possible. Voilà. Donc cette menace, évidemment, elle porte ce nom qu'on connaît, mais le point de vue des marchands dans cette affaire, si on passe un peu des intellectuels aux acteurs économiques eux-mêmes, c'est la question de la concurrence qui se pose. Alors, vous l'avez vu, Josbad, il se plaint de la concurrence parisienne, Halde a affaire à d'autres concurrents, etc. Mais évidemment, le dynamisme commercial qui a fait le succès de l'imprimerie, c'est l'idée d'un univers extraordinairement concurrentiel. Alors, ce que je voudrais vous montrer, c'est que ce phénomène, il a été questionné là aussi très tôt, et pas seulement par des intellectuels un peu hostiles au monde du commerce ou des affaires, mais par les acteurs eux-mêmes, ceux qui produisaient les livres, qui se posaient des questions. Alors je commencerai par un exemple un peu pittoresque. C'est un colophon, donc une petite pièce qui se trouve à la fin d'un imprimé, qui est un imprimé d'un texte de Stas, d'un poème de Stas, d'un poète latin, l'Aquileïs, ça apparaît à Parme en 1473. Et donc, à la fin du texte, on a un colophon, alors rédigé par quelqu'un, moi, je n'ai pas vu de recherche récente, on ne sait pas qui c'est, un dénommé Stéphanus Corallus, qui s'appelait peut-être Étienne Corral, puisqu'en fait, c'est un Lyonnais installé à Parme, devenu imprimeur à Parme, et qui édite lui-même, prépare lui-même ses textes. Il a quelques compétences lettrées pour le faire. Alors voilà ce qu'il nous dit à la fin de cette édition de Stas. Il s'adresse au lecteur en disant « Si, très cher lecteur, tu trouves quelques fautes dans cette œuvre, oublie ton persiflage. Stéphanus Corallus, lyonnais,
harcelé par la malveillance de certains envieux qui entreprenaient d'imprimer le même livre au même moment, hein, c'est-à-dire des concurrents, l'a achevé en moins de temps qu'il n'en faut pour cuire les asperges. Hein, donc là, il a trouvé l'expression chez Suétone, hein, c'est une expression latine. Bon. Et pourtant, il l'a donné à lire aux amateurs de lettres, corrigé avec le plus grand soin, à Parme, 23 mars 1473. Alors c'est évidemment une représentation saisissante de l'idée de concurrence. Hein. Il décrit ça comme un harcèlement, hein, le laquicitus, hein, vraiment harcelé par les concurrents. Je savais que quelqu'un voulait publier le même texte, donc j'ai fait très très vite. Donc il y a peut-être des fautes, mais quand même, je l'ai fait avec le plus grand soin, avec un soin absolu. Il ne s'agit pas de dévaloriser son objet. Alors Jean-François Gilmont, quand il cite un morceau de ce texte, dit qu'il doute de la dernière partie du texte. Il dit s'il a dû faire très vite, on peut avoir quelques doutes sur l'effort. Voilà. Mais en tout cas, c'est voilà, une représentation forte. Alors, dans les années 1470, c'est pas étonnant de trouver un texte comme celui-là. Pourquoi ? Parce que ce sont les années dans lesquelles, en Italie en particulier, va naître ce qui va s'appeler bientôt le privilège de librairie. C'est-à-dire que c'est à partir de ces années-là qu'un certain nombre de libraires, de producteurs de livres, d'imprimeurs ou de libraires, parfois les deux, s'adressent au pouvoir politique en demandant qu'on protège leur production, en disant « nous essayons de bien travailler, sauf que d'autres reprennent notre travail, le maquillent un peu et gagnent de l'argent sur notre dos et nous mettent en difficulté. » Parce que les livres dans lesquels on a investi, etc., on n'arrive plus à les vendre après, il faut les protéger. Et ça va être les débuts de la longue histoire du privilège de librairie, qui ne naît pas comme un contrôle politique, mais comme un besoin économique de protéger une production. Alors, évidemment, les raisons de cette difficulté, c'est évidemment lié à ce qui est finalement peut-être la seule révolution importante de l'imprimerie, en tout cas sur le plan économique, c'est que pour la première fois, on fabrique un livre, non pas pour un objet livre, non pas pour répondre à une demande, parce qu'on sait que quelqu'un le veut, mais on est obligé de calculer à l'avance combien d'exemplaires on espère en écouler. Et évidemment, ça demande d'investir en papier, etc., de faire travailler des gens. Et donc, si on n'a pas la possibilité, à cause de démarches concurrentielles, si on n'a pas la possibilité d'un retour sur cet investissement, on va vite à la faillite, hein, évidemment. Alors, donc c'est bien cette évidence, dès les années 1470, qu'on est dans un monde extraordinairement soumis à la concurrence. Alors ça a des effets multiples. Hein. Là, je parle des faillites, qui est un effet. Mais les autres effets, c'est le principe d'innovation qui va être énorme à la fois sur le plan littéraire, publier des textes nouveaux, sur le plan typographique, sur le plan commercial, trouver des systèmes de réseau de diffusion des livres, améliorer ces systèmes de diffusion très vite. Et puis la recherche de nouveaux publics, extension du public, parce qu'on cherche à conquérir de nouveaux publics, etc. Tout ça va se faire en quelques décennies. Et l'image qu'on se fait ainsi de la publication, finalement, c'est celle qui intéresse aujourd'hui les gens qui réfléchissent au numérique. Parce que là, c'est vraiment très proche, ce sont les mêmes termes. C'est qu'il faut articuler ce qui relève d'un projet de mise en commun, de biens intellectuels. Hein. Publier un livre, c'est ne pas savoir dans les mains de qui il arrivera, hein, grâce à l'imprimerie. Voilà. On fait un certain nombre d'exemplaires et voilà, ils peuvent aller à l'infini du monde. C'est un principe de mise en commun. Et puis, ça cohabite avec un principe de logique de marché. On s'inscrit dans des marchés qui sont soumis à de la concurrence, à des démarches hostiles, effectivement. Et ça, par exemple, le livre que je vous montrais de Dominique Cardon sur les cultures numériques, analyse très précisément ça. Hein. Comment peuvent s'articuler aujourd'hui sur la question des data ou des choses comme ça, cette logique des communs, le souci de mise en commun, et les logiques de marché auxquelles le numérique est soumis aujourd'hui. Alors, dans le cadre de ces réflexions, en tout cas au XVIe siècle, eh bien, le discours que les acteurs eux-mêmes tiennent sur les pratiques concurrentielles, c'est un discours parfois très sévère. Je voudrais vous montrer un exemple, lyonnais cette fois. C'est celui d'un texte de Jean de Tourne. Alors, je cite souvent, mais vraiment, je continue de trouver qu'il est très marquant, qui se trouve dans ce livre-là, qui paraît en 1544, le recueil des œuvres de feu
Bonaventure des Perriers, valet de chambre de la reine de Navarre. Alors, Jean de Tourne, 1544, c'est un ancien compositeur d'imprimerie qui travaillait chez Sébastien Griffius, sans doute formé chez les Trexel. Bon. Compositeur, et puis en 1540, il peut se mettre à son compte dans des circonstances complexes qui sont liées à la crise de l'imprimerie lyonnaise début des années 40, en particulier la crise autour d'Étienne Dolay, et l'arrestation d'Étienne Dolay, puisque de Tourne va commencer en publiant des choses qui étaient déjà publiées par Dolay, en reprenant une partie du catalogue de Dolay. Et très vite, il a vraiment le souci d'affirmer une identité. Il est imprimeur et libraire, hein, c'est vraiment un typographe et par ailleurs un libraire. Et il veut affirmer une identité. Donc, il le fait par des choix éditoriaux très marqués. Donc là, vous voyez, c'est de la poésie toute nouvelle, vernaculaire, des formes nouvelles. L'entourage de Marguerite de Navarre, etc. Il bénéficie de la présence à ses côtés d'un savant qui réfléchit à la langue, etc., qui s'appelle Antoine Dumoulin, sur lequel a beaucoup travaillé ces dernières années notre collègue Élise Reichenbach. Voilà. Donc, cette identité, elle est, vous voyez, éditoriale. Et puis, elle est typographique, puisqu'il a ce coup de génie d'utiliser des caractères nouveaux, hein, produits par Robert Granjon, en particulier, grand créateur de caractères. Et il y a une sorte de splendeur visuelle en quelques années de ses livres. Et puis, cette identité, il la fabrique avec sa marque, par exemple. Alors, voilà une des versions ici que j'ai essayé de grossir avec, vous voyez, un affichage idéologique très marqué, hein, c'est la phrase « Ne fais pas à autrui ce que tu ne veux pas qu'il te fasse hein, », en latin, c'est ça. Hein, le panneau, et dans la couronne autour, vous avez une citation de l'Ecclésiaste sur 1000 hommes, un seul, hein, l'idée de chercher l'excellence, la qualité. Bon. Voilà, c'est des valeurs de l'Évangile. Il aura bientôt une identité réformée assez grande, hein, petit à petit, au cours de sa vie. Et puis, dans ce livre, il commence à signer des textes en son propre nom. Alors, ça ne veut pas dire qu'il les rédige nécessairement lui-même, mais c'est donné à lire comme étant rédigé par lui. Il parle en tant qu'imprimeur. Donc, vous voyez, il s'adresse aux autres imprimeurs. Voilà, c'est un peu plus d'une page. Et puis, dans certains exemplaires, il ajoute une correction sous presse. Hein, les fameuses corrections sous presse. On a, dans quelques exemplaires, un feuillet imprimé supplémentaire ici, enfin où il s'adresse au lecteur pour mettre en scène son travail d'éditeur. Il explique qu'il vient d'apprendre l'existence d'autres textes du même auteur. Il les a en main, mais il n'a pas pu les ajouter, c'est trop tard. Il dit voilà, on ne les a pas encore mis au net, on ne les a pas encore préparés, mais bientôt, deuxième édition, etc. Donc, vous voyez la mise en scène d'un travail soigneux, fidèle au texte. On ne travaille pas pour un profit indu, on travaille pour la qualité du texte et l'honneur d'un auteur. Voilà. Alors revenons donc à cet avis de l'imprimeur aux imprimeurs, parce que c'est un texte tout à fait remarquable. C'est un texte complètement binaire, en deux parties. Et la première partie, alors le texte est dense, je vais l'oraliser si vous n'arrivez pas à le lire. J'ai peur d'avoir imprimé un peu petit, d'avoir reproduit un caractère un peu petit les textes. Ça commence par une critique extrêmement sévère à l'égard des pratiques concurrentielles, lyonnaises en particulier. Il s'inclut dedans, hein, il ne voit pas l'imprimerie de l'extérieur, il dit « nous ». C'est un problème collectif. Si chacun de nous tâchait pour l'empliment, hein, c'est-à-dire la croissance et la perfection de notre art, de faire de mieux en mieux, et non corrompu de l'espérance du gain, d'aller par la trace d'autrui, hein, de copier les autres. Nous n'aurions si mauvais bruit, si mauvaise réputation aujourd'hui que nous avons de faire ouvrage incorrect. J'entends, pour mieux le vous déclarer, que nous sommes si adonnés au profit indu, que, incontinent que l'un de nous a mis quelque belle œuvre en avant, il est par l'autre incontinent refait. Refait, dis-je, le plus souvent avec 1000 fautes. Et à ce moyen, demeure celui qui en avait premièrement pris la peine, celui qui a fait la première édition, frustré de son labeur. Pour autant qu'en vendant les méchants ouvrages, ne s'expédient les bons. Les bons ouvrages, les premiers, ne peuvent pas se vendre à cause du vil prix où accourent les indoctes, ne sachant que c'est. Évidemment, un public mal informé ne choisira pas l'édition en fonction de la qualité du texte, mais en fonction du prix du volume.
Et le pis que je vois, c'est que la faute advient aux livres nouveaux, comme est celui de Bonaventure Desperriers, par exemple, hein, le plus souvent, desquels, à juste cause, celui qui premier les met en lumière devrait retirer le profit, sans y être retardé ni empêché. Voilà. Alors, vous voyez, j'insiste sur cette critique-là, c'est vraiment un regard de professionnel sur un comportement collectif, un comportement professionnel. Voilà, il dit nous, hein, il ne dit pas, voilà, il y a des... Nous, on est quelques bons et il y a les méchants. Non, il dit, voilà, c'est une pratique collective. Hein, c'est comme ça que les choses se passent et elle menace la qualité du travail. Elle menace en particulier la transmission des nouveaux textes, hein, et l'attrait que peuvent représenter les nouveaux textes. Et sur cette base-là, le texte va basculer et il va proposer une pratique collective à ses collègues. Alors c'est là que ça va être tout petit, je suis désolé, j'ai voulu mettre sur la même page la fin du texte. Alors, là c'est curieux. Pourquoi vous n'avez pas... C'est la première fois que vous n'avez pas le texte en entier? Alors je ne sais pas pourquoi. Alors ça c'est le... Pourquoi j'ai perdu le... C'est curieux. Là, je crains d'avoir un problème puisque j'ai perdu le... Voilà. Ah, bah c'est bon, alors, sauf que moi, je suis obligé de me retourner pour le lire, donc ça va être un peu compliqué. Donc ça, c'est celui de tout à l'heure. Et voilà la suite, qui est juste en dessous. Voilà. Donc, quant à moi, j'ai délibéré de tenir en mon imprimerie cette mode qu'il n'y sera imprimé aucun livre nouveau qui ait été premièrement imprimé par autre que premier, c'est-à-dire avant que celui-ci n'ait retiré le loyer et profit de ses peines et dépenses. Si, ainsi, pris tous autres de notre art, qu'il veuille tenir cette façon de faire et l'observer diligemment, attendu que ce sera bien fait, à la fois ça sera bien fait et ce sera un bienfait, et cause que chacun aura ses gains et profits comme il appartiendra. Alors, d'une certaine manière, il est en train de leur proposer un système de privilèges qui ne passerait pas par une autorité administrative, mais par un accord entre professionnels. Hein, protégeons réciproquement nos productions. Voilà, manière de remplacer le principe de concurrence, hein, qu'il dénonçait au début, cette recherche du profit indu, hein, par l'insertion dans un marché, etc. Remplacer la concurrence par le souci de faire de mieux en mieux, comme il disait au début. Chacun doit viser un progrès, hein, faire de mieux en mieux, ça doit remplacer ces logiques concurrentielles. Alors évidemment, les effets d'une telle initiative sont plus qu'incertains, hein, puisque... ça n'a assurément pas donné une réforme collective des pratiques de la librairie lyonnaise. Et de toute façon, ça ne pouvait pas marcher. Parce ce qu'il dit, c'est qu'il faut attendre que celui qui publie un nouveau livre soit rentré dans ses frais. Ce qui est absolument absurde, parce que parfois on ne rentre pas dans ses frais. Enfin, comment pouvoir... On ne peut pas imaginer qu'un libraire à un moment dise « Ah, ben celui-là, c'est bien, là je suis rentré dans mes frais, vous pouvez le reprendre ». Enfin, ça paraît complètement illogique. Donc le système du privilège de librairie règle le problème en fixant un délai, 5 ans ou 10 ans. Hein, mais l'idée d'une date flexible comme ça, évidemment, ça rendait la réalisation difficile. Alors ce qui est certain aussi, c'est que De Tourne s'en sert pour valoriser sa propre identité, pour afficher une éthique, dire que son identité de libraire est associée ou assise, hein, sur des choix éthiques. Alors on peut y voir une forme de publicité, mais quand on considère son parcours et sa réputation, il ne faut pas y voir quelque chose de cynique, hein, c'est qu'il exprime ici un idéal. Alors il n'est pas certain qu'il s'y soit toujours conformé lui-même, mais en tout cas sa réputation n'a jamais été remise en cause par ses collègues. Il n'a jamais été pris dans des affaires de ce type. Et en tout cas, l'histoire de la marque est absolument prodigieuse, hein, puisqu'elle va être reprise par son fils qui partira à Genève dans les années 80 pour raisons religieuses. Et la maison vivra jusqu'au XVIIIe siècle, avec une partie à Genève et une partie de nouveau à Lyon jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Alors, je voudrais en venir maintenant
à ce qu'on peut appeler des conflits dans l'atelier. On va essayer d'entrer dans les ateliers eux-mêmes. Alors cette entrée dans les ateliers, c'est un geste qui obsède en ce moment tous les collègues littéraires seiziémistes. On a une passion pour les ateliers, les créations d'ateliers, etc., toutes les formes de collaboration entre les auteurs, ceux qui produiraient les textes, et puis ceux qui fabriqueraient les livres, les techniciens. Alors on apprend plein de choses. Alors, le petit problème, je trouve, de cette fascination pour l'atelier, c'est qu'on évoque parfois la présence de tel ou tel auteur dans l'atelier d'un tel, on dit parfois qu'un auteur passe de tel atelier à tel atelier, si bien que moi, quand je lis ça, j'ai l'impression qu'on est un peu là, vous voyez, on est dans les bureaux Gallimard, rue Sébastien Bottin, devenue la rue Gaston Gallimard. Là, c'est Philippe Solers, c'est Marcelin Pléné dans un bureau de chez Gallimard dans les années 2000. Mais alors qu'un atelier, au sens propre, c'est plutôt ça. Donc ça, c'est une représentation dans le premier manuel de correcteur, un livre allemand de 1608. Il y a cette gravure qui nous montre un atelier. Alors c'est un peu plus complet que ce qu'on a vu jusque-là, il y a plus d'acteurs et vous voyez au fond à droite, il y a bien effectivement des intellectuels autour d'une table, ils sont derrière le compositeur et ils sont en train de discuter. Alors on peut imaginer qu'ils sont peut-être en train de relire des épreuves ou discuter d'un texte ou préparer une édition et de ce point de vue-là, la ressemblance n'est pas complètement absurde, il y a bien quelque chose de commun dans la très longue histoire. Sauf que ce n'est pas le même décor, puisque ces intellectuels, s'ils sont présents dans l'atelier ponctuellement, ils travaillent avec des ouvriers, avec des mécaniques qui fabriquent à proprement parler les objets. Ils sont dans un décor bruyant, parce que ça fait du bruit, une presse. C'est sale, ça salit, l'encre, c'est salissant, ça sent mauvais, l'encre sent mauvais. Les descriptions sont quand même assez rudes. Donc un atelier à proprement parler, c'est ça. C'est un lieu de production manufacturière d'où vont sortir ces objets multiples. Alors, ce sont des espaces socialement complexes où doivent coopérer, comme vous voyez, des personnes très différentes. Alors j'ai dit des intellectuels et puis des ouvriers, des mécaniques, comme on disait au XVIe siècle. Mais même parmi les mécaniques, les identités sont nuancées, sont différentes. Là, on était passé vite tout à l'heure, vous voyez, entre les ouvriers de gauche, c'est-à-dire le pressier et le batteur, là, ce sont des gens qu'on emploie pour leur force. Ils peuvent être totalement illettrés. Il faut une capacité physique extraordinaire, une endurance extraordinaire, vu la durée des journées de travail. Alors que le compagnon, parce que si un compagnon, un ouvrier qui est à droite, c'est le compositeur d'imprimerie, il a le même statut social de compagnon, mais lui, il est employé pour un autre talent qui n'est pas lié à la force, qui est lié à la capacité visuelle et à l'agilité, à la finesse manuelle, puisque c'est lui, vous le voyez, qui prend les caractères ici dans sa... C'est un compositeur gaucher. Il prend les caractères dans sa main gauche, il les place dans son composteur qui est dans sa main droite, la petite réglette qui est là, en surveillant le texte posé sur le visorium ici. Ce ne sont pas du tout les mêmes compétences en jeu, même s'ils ont tous la même identité sociale. Et lui-même, donc vous voyez, il a affaire au texte, mais il n'est pas nécessairement un lettré, puisque les compositeurs devaient être capables de composer des textes dans des langues qu'ils ne maîtrisaient pas, qu'ils n'auraient pas été capables d'écrire eux-mêmes. Et Jean de Tourne lui-même raconte que quand il était compositeur chez Griff, il s'est pris de passion pour l'italien en composant un texte de poésie italienne. Il ne connaissait pas la langue, et il a trouvé ça beau. Et voilà. Il en parle plus tard dans son travail. Alors cette représentation de l'atelier, elle a une longue histoire au XVIe siècle. Elle est reprise, vous voyez, imitée à Gand. Ça devient le Prelum Caesareum chez Pierre de Keyser. Elle est imitée en Bohême, 1519, les presses Oldricianum, Marc Oldrich Welensky. Et puis on la trouve parfois avec des légendes plus tard dans le siècle, quand on imite cette gravure, toujours avec les mêmes acteurs. Et de manière très significative, on a deux légendes très contrastées, vous allez voir. La première, c'est celle-là, donc en latin, quoi que tu fasses, fais-le avec sagesse et, respice finem, considère seulement le but de ce que tu fais. Donc c'est comme une adresse aux ouvriers. Ce qui compte, ce n'est pas les gestes,
c'est l'intention, c'est le livre auquel ça mène. Hein, donc le travail est surmonté par cette sagesse qui est incarnée évidemment par le patron, celui qui dit le travail à faire, qui a choisi le livre qu'on va imprimer, etc. Mais un peu avant, le fils de Josbad, Conrad Badius, qui est parti à Genève en 1949, qui est un libraire et imprimeur réformé de Genève et qui deviendra pasteur à Orléans. Il mourra de la peste à Orléans, mais à ce moment-là où il est pasteur. Voilà la phrase qu'il choisit, c'est la Genèse 3,19. « En la sueur de ton visage, tu mangeras le pain ». Hein, il refait faire la gravure un peu plus tard, enfin en 58, autre gravure, mais toujours avec la même légende. « En la sueur de ton visage, tu mangeras le pain ». Donc vous voyez, l'accent n'est... Alors c'est aussi une leçon de sagesse, mais l'accent n'est pas mis sur la fin du travail seulement. L'accent est mis sur la valeur du travail manuel. Voilà, à la fois condamnation, évidemment, mais valeur en soi de ce travail manuel, du rôle des corps dans le processus. Alors vous voyez qu'il y a donc plusieurs manières de comprendre ce qu'est un atelier. Ce sont des lieux donc, où cohabitent des acteurs variés. Et comme toujours dans ces cas-là, cette cohabitation, elle peut avoir plusieurs effets. Elle peut favoriser parfois des ascensions sociales, des déplacements. Alors un pressier ne deviendra jamais compositeur, mais par exemple un compositeur peut devenir un patron, comme Jean de Tourne. Compositeur estimé peut se mettre à son compte dans des conditions particulières, ou bien quelqu'un qui était employé pour relire ponctuellement des épreuves peut devenir correcteur attitré d'un atelier et se mettre à signer des éditions savantes, ce qu'on voit parfois. Donc il y a des trajets permis par sa structure d'atelier. Mais l'autre effet, évidemment, c'est que ça peut nourrir des frustrations et des revendications. Et dans ces moments de revendication, ce qu'on dit de l'imprimerie est aussi très sévère et très dur. Alors l'exemple va nous ramener à Lyon. C'est un exemple qui se situe au début des années 1470, un moment de crise de l'imprimerie, c'est lié aux guerres civiles, etc. Alors les choses commencent. On a un document ici, dans ce bâtiment, aux archives de Lyon, c'est qu'en avril 1571, les patrons lyonnais, les libraires et les maîtres imprimeurs s'adressent au consulat de Lyon en disant, voilà, l'imprimerie va très mal, c'est une crise, il faut faire quelque chose. On en discute avec les patrons parisiens, il faut vraiment faire une intervention. Le consulat appuie la demande et un édit royal est pris en mai 1571, qui est l'édit de Gaillon, la ville de Gaillon en Normandie. Et c'est un édit extraordinairement sévère pour les compagnons de l'imprimerie, puisque interdiction des organisations collectives, toute organisation collective est proscrite, limitation des fêtes, seulement les fêtes fixées par l'Église, aucune fête professionnelle en plus, alors qu'il y en avait d'autres, extension de la journée de travail. Jusque-là, les patrons nourrissaient les compagnons dans les ateliers. Désormais, on augmente un peu le salaire, mais les compagnons se nourriront à l'extérieur. Et surtout, libre embauche des apprentis et des compagnons. C'est-à-dire que si on a un problème avec un apprenti, pas de problème. Si on a un problème avec un compagnon, pas de problème, on fait faire le travail par un apprenti à la place. Et voilà. Alors, donc, l'édit n'est pas enregistré, mais en tout cas, voilà, il apparaît en mai et il donne lieu à des discussions sans fin et à des tensions très grandes dans les ateliers à Lyon et à Paris. Et on en a deux traces imprimées, ce qui est très saisissant. D'abord, un document imprimé par les patrons, sous ce titre-là, « Plaidoyer pour la réformation de l'imprimerie ». Alors, c'est sans doute une impression parisienne de début 72, dans ces moments d'échange. En gros, ce qu'ils demandent, ils implorent que l'édit soit accepté, que ça devienne un règlement. Et alors, on a deux exemplaires connus. Ça, c'est l'exemplaire de Washington. L'autre est à Paris, à Sainte-Geneviève. Donc, ça commence par un très long éloge de l'imprimerie, qui a sauvé les lettres de l'oubli, qui est arrivé en France, etc. On a des pages, plusieurs pages sur ça. Et puis ensuite, un tableau terrible de la crise. Alors, je vous ai donné quelques extraits. Vous voyez, le train de l'imprimerie est presque du tout, donc entièrement aboli en France.
Et n'y voit-on plus imprimer livres mémorables. Ils expliquent que les acheteurs de livres doivent acheter des livres étrangers désormais, tellement la crise est grande en France. Et les responsables de la crise, il n'y en a pas plusieurs, ce sont les compagnons, les ouvriers, qui, en s'organisant, ont obtenu des formes de règlement, qui ont créé des contraintes pour les patrons, qui ont mis en péril l'activité de l'imprimerie. Les compagnons imprimeurs, qui devaient en toute humilité obéir à leur maître, sont peu à peu venus à telle insolence et ont réduit leur maître à telle extrémité que par leur monopole, c'est-à-dire leur machination et conspiration, ils ont finalement ruiné le noble art de l'imprimerie en ce royaume. Donc la critique est très forte et elle dure des pages. C'est un tableau très détaillé. Alors qu'est-ce que c'est cette insolence ? Eh bien en gros, c'est que les patrons expliquent qu'ils vivent constamment sous la menace d'un arrêt de travail. C'est-à-dire que à partir du moment où ils n'ont pas le droit d'embaucher des apprentis à la place ou de remplacer un compagnon manquant, les compagnons s'en servent. Dès qu'il y a un conflit sur la nourriture, aujourd'hui le pain n'était pas assez blanc, ou le pain était trop dur, on cesse le travail. Donc la production s'interrompt, donc les commanditaires du travail disent « mais je vous avais commandé un livre, un libraire qui avait commandé un livre, il y aura des compensations financières, etc. » Et donc la description, c'est celle-là. Et ce qui est très fort dans ce texte, c'est qu'on a une description de la grève, de la débauche, très explicite. C'est la page d'avant. Voilà. C'est la citation suivante. C'est la description, ça se passe à Lyon. Advenait presque tous les jours que l'un des compagnons imprimeurs ayant dit « tric », c'est l'appel à la grève, il sortait de l'imprimerie. Et parce que chacun d'imprimeurs a plusieurs presses, à chacune desquelles il faut 5 ou 6 compagnons, il fallait incontinent, après ce beau mot de tric proféré, que tous les compagnons de l'imprimerie, fussent-ils 30 ou 40, suivissent l'auteur de la débauche, qui peut-être était le plus chétif de leur compagnie, et qu'ils s'en allassent en un fond de taverne. Donc il y en a un qui dit « on arrête » et tout le monde s'arrête, parce qu'ils s'y sont engagés collectivement à cette solidarité d'atelier. Et l'insistance sur « c'était peut-être le plus chétif », vous voyez, manière de dire, s'il avait été tout seul, quelques coups de bâton réglaient l'affaire. Voilà. Et les autres le suivent, non pas non plus parce qu'ils ont peur de lui. Non, c'est une solidarité ouvrière entre eux. Et ça se termine de cette manière humiliante. Bref, il ne reste aucun moyen au misérable maître, sinon de s'en aller indignement et contre l'autorité magistrale, supplier les serviteurs d'abandonner la taverne. Et néanmoins, il faut qu'ils payent leur écho. C'est lui qui doit payer la note de la taverne. Et ils acceptent parfois de revenir. Et après plusieurs supplications, il les ramène à quelques peines, difficilement, ainsi que taureaux farouches dedans leur hébergement accoutumé. Et donc on a une série d'évocations comme ça très précises, très concrètes de ces relations difficiles. Alors sauf qu'on possède, et ça c'est un objet qui a fasciné les historiens du monde ouvrier, on possède un texte imprimé par les compagnons eux-mêmes en réponse. Et c'est sans doute une impression lyonnaise pour le coup, sous ce titre, remontrant ses mémoires pour les compagnons imprimeurs de Paris et Lyon, opposants contre les libraires maîtres imprimeurs des 10 lieux et adjoints. Alors, on n'en a qu'un exemplaire qui se trouve dans un recueil à la BNF, recueil Toisy. Alors, voilà, c'est le haut de la page de titre. C'est vraiment imprimé sans fioriture. Le texte est peu correct, mais c'est absolument sidérant. Et donc, le point de départ du texte est bien différent. C'est celui-là. Le point de départ, c'est l'avidité des patrons, des maîtres. Si l'on n'a jamais remarqué en aucun état, en certains états et métiers, les maîtres et supérieurs tâchés par infini moyen de subjuguer, assujettir et traiter avec toute rigueur et servitude les compagnons et domestiques de leur vacation, cela a été pratiqué de tout temps et présentement en l'art d'imprimerie, en laquelle les libraires et maîtres imprimeurs, et notamment de la ville de Lyon, ont toujours recherché toutes voies obliques et dressé tous leurs engins, toute leur inventivité pour opprimer et vilement asservir les compagnons, qui sont néanmoins membres nécessaires du plus grand et meilleur ouvrage de l'imprimerie, usurpant par ce moyen une autorité plus que tyrannique, avec un extrême mépris et plus grande avarice par-dessus les 10 compagnons, lesquels leur ont toutefois acquis et acquièrent journellement de grandes et honorables richesses au prix de leur sueur. On retrouve le thème qu'on avait dans la marque de Conrad Badius, de leur sueur et industrie merveilleuse,
et même, le plus souvent, de leur sang. D'autant que si ceux compagnons peuvent suffire aux fatigues extrêmes de leur état si violent, ils n'en rapportent en leur vieillesse, chargés de femmes et d'enfants pour tout loyer et récompense, que pauvreté, gouttes et autres maladies causées par les travaux incroyables qu'ils ont été contraints d'endurer. Donc la première page, c'est ce tableau-là qui inverse. Si le nouvel et mais eux, l'analyse des causes est évidemment opposée. Si le nouvel et dernier édit subrepticement obtenu et sous faux donné à entendre a lieu, non seulement les pauvres compagnons doivent craindre leur certaine misère et ruine totale, mais aussi toute personne qui a l'esprit marqué de quelque gentillesse, de quelque noblesse, doit craindre l'anéantissement, diminution, voire la dissipation et abolition dernière de l'art de l'imprimerie. Le tout par les menées et indiscrètes cupidités des dits libraires et maîtres imprimeurs, quelque couleur qu'ils aient voulu prétendre. C'est-à-dire que leur recherche d'une baisse des coûts est décrite ici comme une recherche de gains toujours supérieurs, une recherche effrénée du gain, qu'ils essaient de calculer, que les compagnons essaient de calculer. Ils disent qu'il y a un désir du gain excessif qui est pour le moins 150%. Voilà. Et donc, la cause des maux de l'imprimerie, de ce point de vue-là, c'est celui-là. Et ce qui est très frappant, et donc c'est pour ça que le texte a été cité comme un des premiers témoignages d'un sentiment de conscience ouvrière, pour une mobilisation collective ouvrière par Henri Hauser au début du XXe siècle, par Nathalie Zemon Davis, ou par Pierre Chauvet, je ne sais plus, dans ce livre magnifique sur l'histoire des ouvriers du livre. Il s'attarde longuement sur ce texte. C'est qu'il passe deux fois par cette formulation, je vous ai donné les deux passages après, c'est « nous sommes les vrais imprimeurs ». Les compagnons sont les vrais imprimeurs, faisant la plus laborieuse et plus grande partie de l'imprimerie, et y prétendent le principal intérêt. Ils le redisent plus loin, les compagnons font société avec les maîtres. Nous sommes ensemble. Et sont les vrais imprimeurs à proprement parler, là où la plupart des libraires et maîtres prétendus sont plutôt marchands, fournissant les matières, outils et instruments. Il y a des maîtres imprimeurs qui ne seraient pas capables même de faire fonctionner l'imprimerie. Bon. Ils ont acquis des machines simplement parce que ça pouvait rapporter de l'argent. Alors évidemment, c'est un texte important en termes de tension sociale, mais ce qui me frappe, c'est qu'il nous rappelle la place du travail dans un moment qui est une révolution de la communication. Ces compagnons avaient le sentiment de participer à une œuvre de très grande échelle, une œuvre héroïque. Ils étaient conscients de cette échelle, celle d'Aldmanus, la bibliothèque sans mur. C'est l'humanité entière qui va souffrir si l'imprimerie va mal. Ils le disent, ils sont conscients de ça, mais ils partent du constat qu'au centre de cette situation, il y a des corps au travail, dans telle ou telle condition, pas toujours convenable et parfois difficile. Et ce qui me frappe, vous avez peut-être vu depuis quelques mois ou quelques années, c'est que c'est un chantier qu'on commence à ouvrir à propos du numérique, à propos de cette révolution de la communication. On commence à se rendre compte que la prétendue dématérialisation de nos communications a un impact sur les corps, à la fois les nôtres, ça on l'a su assez vite avec les écrans, etc., mais ceux qu'on appelle désormais les travailleurs du clic, qui deviennent un objet de réflexion et un sujet social. Je vous mentionne ce livre qui est paru il y a quelques mois d'Antonio Casilli, qui est un spécialiste du numérique, En attendant les robots, enquête sur le travail du clic, cette notion de travailleur du clic. Voilà, où il explique, on nous a expliqué avec le numérique que le travail humain allait être remplacé par des machines, des robots. Pour l'instant, la seule chose qu'on voit, c'est l'apparition de nouvelles conditions de travail qui posent des questions absolument nouvelles au droit du travail, qui créent des situations sociales absolument inédites et qu'on ne sait pas penser encore. Voilà. Alors évidemment, là où l'analogie s'arrête, mais ça aide à méditer aussi, c'est sur le fait que je vous ai parlé de situations d'atelier, et ce qui caractérise les situations de travail dans le numérique, c'est évidemment la dispersion et l'absence absolue de tout ce qui pourrait ressembler à une culture d'atelier, et donc y compris les solidarités qui émergeaient de ces cultures d'atelier.
Voilà, alors qui en veut à l'imprimerie? Vous voyez, ça commence à faire beaucoup de monde, mais des gens différents selon les points de vue. Donc aux yeux des compagnons, on l'a vu, bah, ce sont les maîtres cupides et tyranniques qui détruisent l'imprimerie. Aux yeux des maîtres, ce sont les compagnons insolents qui ne la respectent pas. Aux yeux des intellectuels, bah, ce sont les marchands qui la défigurent en ne travaillant pas selon leurs vœux. Et puis aux yeux des marchands, bah, ce sont les concurrents qui sont toujours moins bons qu'eux, hein, qui travaillent mal, etc. Alors ce qui me frappe, c'est que dans chacune des situations, si on les analysait ou si on les comparait, on verrait que se croisent des enjeux très divers à chaque fois. C'est qu'il y a une dimension économique, évidemment, dans toutes ces situations, une dimension sociale, des dimensions politiques. Hein, on l'a un peu vu avec les appels d'Erasme à des formes de protection politique, du bon travail, des questions éthiques. On l'a vu avec Jean de Tourne, on le voit avec les compagnons ici. Et il me semble que ça nous donne une idée de la complexité de ce qu'a pu être l'émergence de cette culture de l'imprimé dans ces décennies-là, la densité des questions qui se posaient. Et il me semble que c'est ce qui peut nous intéresser aujourd'hui, pour nous qui assistons à la naissance de cette culture numérique. Alors les questions sont parfois différentes, parfois analogues ou en partie. En tout cas, il y a, je crois, la même densité. Alors, je ne vais peut-être pas abuser de votre temps, Joé. Alors, je vous indique juste là, si on veut garder un peu de temps d'échange, non, Monsieur Langlois, je peux encore parler 5 minutes ou... Oui. Bon, si je n'abuse pas de votre temps. Non, j'aurais voulu... Alors, c'est aussi un élément qui, évidemment, peut nous évoquer des choses. J'aurais voulu vous montrer que ces conflits... ont été assez vite intériorisés par les acteurs eux-mêmes. Alors vous vous en doutez, quand vous avez vu ces choses un peu contradictoires, Erasme, disons, plus grand bien de l'imprimerie et puis aussitôt beaucoup de mal, ou Henri Estienne, ou des choses comme ça. Mais parfois au XVIe siècle, ces contradictions ou ces tensions passent vraiment au premier plan dans les discours sur l'imprimerie ou le livre. On a l'impression que des auteurs ont vraiment cherché à s'y confronter. Alors, j'avais pensé de développer 2 exemples. Je vais juste prendre le deuxième. Le premier, c'était ce grand bibliographe lyonnais de la fin du XVIe siècle, Antoine Duverdier, qui essaye de réunir tous les livres qui existent sans les juger, dit-il. Et puis, il est bien obligé à un moment de les juger un peu parce qu'il est écrasé par l'abondance. Mais je passe et je voulais juste feuilleter avec vous un texte qui est vraiment un des objets les plus fascinants de la littérature française du XVIe siècle, je crois. C'est un livre vraiment de libraire et d'imprimeur qui a ce titre tout à fait extravagant et presque impossible à expliquer grammaticalement. Discours non plus mélancoliques que divers. 2 choses, mêmement, particulièrement, qui appartiennent à notre France, et à la fin, la manière de bien et justement en toucher les luttes et les guitares. Donc, vous voyez, c'est un livre qui affiche sa bigarrure. Donc des discours non plus mélancoliques que divers, on ne sait pas bien ce que ça veut dire, mais en tout cas des choses différentes. Et puis à la fin, un petit traité de musique. Et ce livre, il est organisé par un libraire et imprimeur de Poitiers, de famille d'origine. Il y a une branche à Paris, Enguilbert de Marneffe, qui travaille à Poitiers, souvent avec son frère, mais là il le fait lui-même. Et il prend la parole au début du livre en disant... Voilà, j'ai envie de vous publier ces textes, des choses qui traînent dans ma boutique. Je ne sais plus bien qui a écrit ça. C'est des divers auteurs. Quand ils passent chez moi, des fois, ils laissent des papiers, des choses comme ça. J'ai organisé ça. Alors depuis, les savants discutent pour savoir qui a rédigé les différents textes. Il y a certains, on sait à peu près. Il y en a une partie, sans doute, ça doit être Élie Vinet, qui est un savant... de Sainte, qui fait carrière à Bordeaux, etc. Bon, il y a peut-être des choses de Jacques Pelletier, du Mans, on en a discuté, etc. Bon, en tout cas, mise en scène de la diversité du livre. Et puis dedans, valorisation de l'imprimerie, à 2 reprises. Alors une fois dans un chapitre sur les inventions techniques, imprimerie, artillerie, comme on faisait souvent. Et puis un autre chapitre, alors c'est celui-ci qui m'amuse, qui s'appelle « Le profit que nous avons des lettres et livres et de la gloire de nos rimeurs, de nos poètes ». C'est le chapitre 15 du livre. Alors, le chapitre
commence par un éloge des lettres et des livres. On a besoin de livres, et c'est encore mieux depuis l'imprimerie. Formidable éloge de l'imprimerie. Et puis cet éloge va se développer d'une manière assez surprenante, c'est assez rare au XVIe siècle, sous la forme d'un appel à la publication, un appel à l'écriture et à la publication. Il s'en faut beaucoup que je ne sois de l'opinion de ceux qui se fâchent de tant de livres. Je n'aime rien plus, moi, que force livres, et les lis tous, s'il m'est possible, pour peu de profit que j'y sente, et prie tout le monde d'en composer d'autres, en quelque langage que ce soit, quand je vois que quelqu'un le peut faire. Et il fait une liste sociale, il passe en revue les métiers, et puis il dit, voilà, faites des livres, comme si c'est un théologien, un curé, un vicaire, un simple prêtre, un mathématicien, un médecin, un capitaine, un président en une cour, un conseiller, un sénéchal, un avocat, un marchand. Puis en fait, il continue, après il dit, mais dans chaque village, il faudrait faire des livres pour raconter l'histoire du village, ce qu'on sait, etc. Faites, mes amis, faites force livres et mémoires de la matière que vous édite, chacun de son côté. Si on ne les imprime, mais il ne tiendra toutefois qu'à vous, on les écrira à la main. Donc on les gardera chacun en son coffre et lieu public. Ayons des livres, pour l'amour de Dieu, qu'il n'y ait arbre, marbre, ni autre pierre qui ne parle. N'épargnez parchemin ni papier. Écrivons tous, savons, non savons, mais en cette intention de profiter. Magnifique appel. Écrivons savants ou non savants, écrivons, et puis imprimons, comme il le dit. Si vous voulez vous faire imprimer, imprimez. Bon, etc. Pour profiter. Et puis c'est sur ce mot profiter que les choses vont basculer, et il va un peu malmener son lecteur. Puisque c'est la phrase suivante. Il fait l'hypothèse quand même que le livre n'est pas de valeur, que le texte n'est pas de valeur. Si d'aventure nous savons si peu que n'écrivons rien qui vaille, notre intention pour le moins ne peut être blâmée. Et aussi servira encore le papier de nos livres, qu'ils soient écrits ou imprimés, aux demoiselles qui vendent les senteurs à Petit Pont. Ça profitera encore parce qu'avec le papier, on emballera les fleurs, les herbes, etc. au marché. C'est une vieille image qui vient des poètes latins sur l'avenir de leurs livres, sauf que là, désormais, c'est dans la masse des invendus, avec tout comme les journaux de la veille. Ça servira à emballer les choses. Et puis, il revient quand même à la valeur des livres. Mais si, au contraire, Dieu nous a fait cette grâce que puissions écrire chose de valeur, autrement ne serait certes d'avis de mettre la main à l'écritoire et vaudrait autant se dormir quand tout est dit, cela ne saurait être de si peu d'estime que le profit n'en soit grand. Et puis, il va faire une petite, quand même, concession qui va faire basculer les choses. Enfin, grand, si peu de temps que dure le livre. Peu de temps, je dis, pour ce que les meilleurs et les plus fins ne sont de longue durée. Les changements d'empire et langage, l'eau, le feu, les guerres, les rats, les teignes, les ignorants des lettres, ont fait périr la plus grande part des livres des anciens et des meilleurs. Par quoi ceux sont bien abusés et mal instruits qui ne se mettent à faire livre sinon seulement pour se cuider, pour se croire, se penser faire immortels par leurs écrits. Ô pauvres hommes, êtes-vous si peu hommes que cela? N'avez-vous jamais ouï prêcher à vos philosophes que dessous la lune, n'y a rien qui ne soit sujet à la mort, fort les esprits que Dieu a donnés aux hommes? Et vous voulez vous immortaliser par vos écrits, etc. Et il va continuer, donc on a 2 pages de moquerie, en particulier à l'égard des prétentions des écrivains, de leur prétention à l'immortalité, et il va s'en prendre à l'actualité poétique, en particulier à Ronsard, ça se termine sur le nom de Ronsard, enfin le R de Ronsard, et une citation de Ronsard qui se croit poète immortel, mais non, tout ça finit de cette manière. Alors on pourrait dire, voilà, c'est quelqu'un qui préfère les livres pratiques aux livres des poètes. Bon, les livres des métiers aux livres des poètes, je ne crois pas que ce soit ça. C'est vraiment une manière de laisser le lecteur se débrouiller avec une situation qui est devenue difficile, qui est celle de l'abondance des livres, effectivement, de cette facilité, de cette commodité de produire des livres. C'est formidable, on peut appeler à l'écriture, à la lecture, mais ça ne nous garantit de rien, et à chacun de se débrouiller avec ça. Donc le lecteur est malmené, le futur auteur peut-être est malmené aussi, mais c'est une manière de dire que dans cette abondance des livres et des discours, personne ne viendra nous rassurer en établissant pour toujours la valeur des choses ou la valeur de ce qu'on publie, par exemple. À partir du moment où on le lance dans le public, personne ne nous aura donné à l'avance la garantie de l'accueil que ça aura.
Alors, il ne s'agit pas d'en vouloir à l'imprimerie, vous voyez, mais c'est l'idée qu'il va falloir se débrouiller tout seul ou à plusieurs en mettant nos jugements en commun. C'est l'idée que les livres, comme les conférences, sont faits pour qu'on en discute. Après, voilà. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cette passionnante conférence qui va probablement induire un certain nombre de commentaires. Qui est-ce qui ouvre? Déjà, dans votre dernier texte, ce qui est intéressant, c'est que ça ouvre le débat pour la conférence du 14 octobre, puisque ce sera une conférence donnée par Joseph Beltante sur l'exposition qui se terminera à ce moment-là, des livres sauvés, que je vous invite à aller voir au musée de l'imprimerie parce que c'est passionnant. Mais il faut du temps pour la voir, mais c'est passionnant. Qui veut poser une première question? Non? À un moment, vous avez montré un livre qui était édité imprimé et édité, oui, par Étienne Doley. Oui. Au moment où vous parliez des gens qui imprimaient ce qu'ils écrivaient. C'est quand même beaucoup le cas d'Étienne Doley. Voilà, absolument. J'aurais pu m'arrêter sur... C'était les œuvres de Clément Marot de 1538. Donc j'ai préféré développer l'exemple de Jos Bad, mais j'aurais pu parler du cas d'Étienne Doley, sauf que ses relations avec le monde de l'imprimerie sont tellement conflictuelles. Ah oui, c'est sûr. Voilà, mais donc de Doley, qui est un exemple de ce mouvement-là, donc quelqu'un qui commence une carrière de lettré, formation universitaire, qui a une expérience difficile à Toulouse, et par le système de recommandation, il arrive à Lyon. Alors c'est Michel qui va se souvenir de la date, c'est 37, l'arrivée à Lyon, 1537, fin 35. Et il travaille très vite pour Sébastien Dreyfus, pour l'atelier de Dreyfus, donc en tant que lettré, travaillant pour un grand atelier d'imprimerie, pour préparer des éditions, puis faire le lien avec un certain nombre d'humanistes susceptibles d'apporter leur savoir à l'atelier. Donc il édite ses propres textes, ses poésies latines, ses commentaires sur la langue latine, etc. Et puis, effectivement, il va faire ce geste-là, alors, avec un soutien politique et financier, puisqu'on sait comment il a pu financer son entreprise, qui a consisté à créer sa propre maison. Voilà. Alors, ça va être assez vite conflictuel avec le reste de l'univers lyonnais, à la fois à cause des textes qu'il publie, puis aussi à cause d'une partie de son comportement. Et l'aventure va être tragique, puisqu'il mourra brûlé place Maubert quelques années plus tard, donc en 1946. Mais c'est exactement ce parcours-là. Et cette démarche, elle lui est inspirée par une figure comme celle de Bade, dont je parlais avant. Sauf que lui essaye de faire ça. C'est les années où il décide de se mettre aussi à la langue française, au français, et il essaye d'adopter ce principe pour la langue française, pour les publications en langue française. Voilà. Mais tout à fait, c'est un exemple de ça. Avec l'arrivée du numérique, est-ce que le livre papier est appelé à disparaître quand même, avec tout ce que ça représentait? Il faudrait demander à Victor Hugo, c'est-à-dire au prophète. Moi, je ne suis pas du tout prophète. Enfin, ce que nous racontent, ce que nous disent les gens qui s'intéressent à ça de près, c'est qu'il faut vraiment se méfier de ces prophéties de remplacement, vous voyez, de substitution, comme ça. Il est rare que les choses marchent de cette façon. L'imprimerie elle-même n'a pas fait disparaître le manuscrit. Voilà, simplement, les choses se sont réparties autrement, évidemment, dans plein de domaines. Alors, je prenais l'exemple de ces prophéties que moi j'entendais enfant sur l'audiovisuel. Quand on voulait nous dire méfiez-vous de l'audiovisuel, ça va faire, vous ne saurez plus lire.
Hein, vous allez perdre tout rapport avec l'écrit à cause de l'audiovisuel. Or, ce monde de l'audiovisuel, ce qui en est sorti aujourd'hui, c'est notre culture de l'écran, qui est le porteur d'écriture, support de lecture, etc. Et pas du tout un remplacement de l'écrit, hein, une recontextualisation de l'écrit. Donc ça rend modeste sur ces prophéties. Donc ce que nous apprend y compris le marché du livre, là, c'est que il y a 10 ans, on croyait que le livre numérique allait conquérir des marchés énormes et faire vraiment disparaître le livre papier. On a quand même expliqué aux libraires pendant quelques années que c'était fini. Hein, ou qu'il fallait qu'ils créent des rayons avec des e-books, ce qui était évidemment absurde puisqu'on n'allait pas aller acheter ces e-books en librairie. Enfin bon, bref. Et puis, ça n'a pas fonctionné comme ça, et le marché de la librairie ne va pas bien, mais ça fait des années et des années qu'il ne va pas bien, et il continue à survivre. Voilà. Donc, moi, je regarde ces dossiers d'un peu loin parce que je ne les maîtrise pas, et je constate que les gens qui s'y intéressent de près sont très modestes sur ces prophéties. Voilà. Je remarque qu'il y a quelques années, on avait beaucoup de publicité pour les liseuses. Mais en fait, on en voit très peu des liseuses. Oui, c'est quand même pas... Ça n'est pas ce qu'on peut dire, c'est que les débuts des liseuses ont été moins flamboyants que les débuts de l'imprimerie. C'est la réussite technologique et commerciale a été moins flamboyante. C'est une évidence. J'ai des amis éditeurs me disaient il y a quelques années qu'à force de perfectionner la liseuse, il est possible qu'on finisse par inventer un truc assez commode, mais qui ressemblera finalement à un livre. Voilà, c'est une hypothèse aussi. Ah non, très tôt. Hein, à Lyon, par exemple, le premier, c'est Trexel. Trexel obtient un privilège de librairie pour ce qu'il fait. Les privilèges en Italie, c'est les années 1470. Et donc, ça se développe vraiment très vite. Hein. Alors après, les libraires, imprimeurs pouvaient faire des choix. C'est-à-dire que de Tourne, par exemple, visiblement, a une réticence à l'égard de ce fonctionnement. Hein. Il attend plusieurs années avant de recourir à cette formule-là, du privilège. Hein, le texte que je vous ai montré, où il s'adresse à ses confrères, ce sont des années où il ne fait pas protéger ses publications par des privilèges. Et puis le système va effectivement se développer et changer aussi de statut, évidemment, lié aux réglementations du livre et au contrôle de la diffusion, au désir politique de contrôler la diffusion des livres. Mais ça n'est pas venu du tout de ce désir-là, le privilège. Hein, c'est vraiment venu de l'économie du livre. Je vous renvoie, je vois dans la salle ma collègue Michel Clément qui a fait paraître l'an dernier avec Edwige Keller, elle de 2 volumes sur l'histoire du privilège de librairie et ce cas particulier qui naît assez tôt aussi, hein, au début du XVIe siècle, les privilèges d'auteurs, c'est-à-dire où des auteurs ont eu l'initiative d'essayer de protéger leur propre texte, en disant « je protège mon texte, après c'est moi qui choisis le libraire », etc. Et voilà. Je profite de cette occasion pour annoncer que Madame Edwige Keller-Rabet fera une conférence sur les privilèges du roi dans 1 an exactement.